Cette première expérience d'islam dans le contexte européen, qui a aujourd'hui plus ou moins un demi-siècle, demande, me semble-t-il, un pas de côté, une réflexion déjà historique, même si c'est une histoire du temps présent, pour réfléchir sur la manière dont s'est traduite les modalités du croire, et notamment la manière dont le référentiel du fiqh a été mobilisé. Le deuxième moment qui me paraît, qui donne la pertinence, encore une fois, de la thématique choisie par le Conseil, c'est la pertinence, je dirais, de la dimension sociologique. C'est-à-dire comment cette question du fiqh s'est appliquée aux pratiques, et notamment aux pratiques d'islam au quotidien, et en particulier sur les pratiques d'islam au quotidien dans une dimension relativement sensible et qui touche au domaine de l'art. Et pour ma part, effectivement, je me suis intéressé non pas à la question musicale en tant que telle, mais comme support qui me permet de comprendre les identités musulmanes en construction dans l'espace européen. Et il me semblait qu'il y avait, dans le cas de l'art, deux questions emblématiques. D'une part, la question du son, et notamment de la musique, et la question de l'image, et notamment de la photographie, de la sculpture, du cinéma, etc. Et donc, on venait dans un contexte européen paramétré par un rapport au fiqh et conditionné par un rapport déjà, me semble-t-il, à la notion de l'image et à la notion du son. Et donc, c'était pour moi intéressant de voir comment se traduisait cette expérience relativement inédite en contexte européen. Je vais proposer un moment de réflexion en trois temps, si vous le permettez. D'abord sur une question des perceptions. Une perception du fiqh, de ce qu'on appelle aussi fiqh de minorité, une perception aussi de l'espace, parce qu'il me semble qu'on est quand même avec une série de définitions qui restent un petit peu SDF, c'est-à-dire sans définition fixe. On parle de termes de Bilad al-Mahjar, on parle de Bilad al-Gharb, on parle de contexte européen. On a beaucoup de concepts comme ça qui sont mobilisés. C'est Abdouahid, tu suis? Non, on a l'habitude. Merci. Très bien. Merci au traducteur. C'est vrai que... Et pardon pour le débit. Je suis toujours angoissé quand j'ai 20 minutes, parce que je suis un peu... Pardon ? Je suis un peu castriste, donc j'aime bien les discours fleuves de cette heure. Mais... Donc la problématique, effectivement, de la définition mériterait qu'on s'arrête un tant soit peu sur ce qui conditionne d'emblée notre regard sur un contexte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, si vous voulez, c'est une balade assez rapide qui part de la trajectoire de l'islam dans le contexte européen et qui part notamment de la trajectoire migratoire de musulmans qui se sont installés et qui ont développé des rapports, je dirais, très fonctionnels au fiqh, et de voir comment celui-ci a évolué au gré des générations. Aujourd'hui, on a affaire à des générations nouvellement qui ne sont pas nouvelles, qui sont pleinement installées, deuxième, troisième, quatrième génération, et qui développent un rapport tout à fait aussi inédit aux religieux et notamment aux normatifs. La troisième moment très très rapide, c'est sur la question effectivement là qui concerne la thématique que j'ai choisie, la particularité donc des rapports aux artistes dans leur rapport au fiqh, et comment le fiqh conditionne jusqu'à leur choix artistique, voire plus jusqu'à leur choix de carrière. Autrement dit, des artistes aujourd'hui arrêtent tout simplement une carrière musicale pour des raisons du rapport à la jurisprudence et au fiqh islamique. Et d'autres se réconcilient, d'autres reviennent. On verra qu'il y a une typologie de tendance de musulmans européens artistes qui sont déterminés par un certain rapport aux religieux et notamment un certain rapport à la norme religieuse. Et pour le premier point, sur la notion donc, du regard, je pense qu'il est important de rappeler que si le contexte dans lequel nous sommes n'a pas un rapport et un regard virginal avec l'islam, il en va de même par rapport à l'islam dans son regard sur le contexte européen. Dès le départ, il y a eu une perception de l'altérité, c'est-à-dire du contexte européen, qui a été conditionnée par la distance. Et ça me semble important. Si on regarde déjà dans la géographie médiévale,
musulmane, la manière dont on regardait l'autre. Et on voyait d'ailleurs le Dar el-Islam comme étant une chemise, et notamment l'expérience de l'Andalus, c'est-à-dire cette présence d'une musulmanité sur le continent européen, était vue comme le bout de la manche de la chemise du Dar el-Islam. Et donc ça me semble intéressant de voir le rapport à la distance, à quel point il va aussi conditionner la perception qu'on va avoir notamment d'une présence musulmane isolée, minoritaire, et en même temps hors des frontières de l'islam. On a même ce regard, et on peut le voir à gros traits, à quel point il va être aussi conditionné par toute la littérature de ce qu'on a appelé la Ajaib al-Gharaib. Il suffit de voir le fameux film reprenant le 13e guerrier avec Antonio Banderas, qui est l'histoire d'un géographe qui était dans les pays bulgares et qui a rapporté des récits un peu fantasmagoriques, etc. Pourquoi est-ce qu'il peut se permettre d'aller dans l'exagération de la perception de l'altérité? Parce qu'il est quasi le seul à pouvoir s'y rendre. Donc il rapporte des récits qui sont un peu un regard et qui part d'une expérience d'une certaine littérature. On peut voir Zuhri, le géographe anonyme, on peut voir Al-Masoudi, on peut voir Ibn al-Athir, etc. Que ce soit dans la géographie, dans l'histoire, on a un background, si vous voulez, qui construit un certain rapport à l'espace. Également, on a un autre volet qui est une construction qui a été faite à partir de frontières belliqueuses. C'est que l'altérité était également perçue comme étant hostile. Et il suffit de voir d'ailleurs toute la littérature du fiqh qui va être développée dans le rapport au morisque et qui est si vous voulez, une jurisprudence adaptée pour répondre à la clandestinité de la conscience, de l'association et du droit d'exister dans un territoire qui a été réapproprié par l'ennemi. Ça me semble être aussi un cas de figure intéressant sur cette notion du fiqh de survie. La présence conjoncturelle et je dirais relativement inédite de l'islam dans le contexte européen, contemporain, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, a été pour quelquefois paramétrée par cette dimension-là. Et je ne suis pas très âgé, me semble-t-il, mais je me souviens des débats sur la notion de la définition de l'espace européen comme étant Dar al-Harb, et sur le fait de cette obsession du besoin de retour. Et donc on était, si vous voulez, tiraillés en tant que musulmans européens sur le fait, est-ce que nous sommes à l'instar de l'expérience de l'Habasha, ou est-ce que nous sommes des Ammar ibn Yasir, c'est-à-dire que nous sommes conditionnés et en même temps nous devions cacher, si vous voulez, la religiosité. Donc il y avait ce cadre-là qui me semblait conditionné par l'Aghlabiyya, par une majorité qui regarde une minorité et pour laquelle on pense et sur laquelle on donne une série de projections de l'espace dans lequel nous sommes. On a entendu tous les concepts de tashabbuh, le fait de ne pas pouvoir rester, etc. Tout ceci a marqué un certain état d'esprit. Et donc, quand on revient à la notion donc, de l'histoire du temps présent, de cette présence musulmane dans le contexte européen, on va voir que dès le départ, le rapport au fiqh est un rapport qui est très fonctionnel. C'est-à-dire qu'on a des imams qui font une sorte de coaching ethno-religieux pour la préservation de l'identité et pour la préparation au retour. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accompagnement par le fiqh et la nostalgie pour la préparation d'une greffe réussie au moment du retour au pays d'origine. Ça, c'est une première, semble-t-il, dimension importante, en plus, évidemment, de répondre à la nécessité, à l'urgence du moment. Des jeunes mineurs qui travaillent dans la sidérurgie, qui n'ont aucune compréhension, je dirais, fine du religieux, sur des éléments basiques, la manière d'opérer une ablution ou de réparer une prière au moment d'un oubli, etc. Il y avait cette dimension d'affaires qui était pratico-pratique. Et il me semble, jusqu'à aujourd'hui, en 2015, le rapport que nous avons aujourd'hui du religieux dans le contexte européen est encore paramétré par la survivance de la fonctionnalité du fiqh. Ça, c'est un élément qui me semble une piste, en tout cas, de réflexion. Deuxième élément, c'est la transition, si vous voulez, des acteurs et des leaders. Dans les années 90,
je peux le dire, là, je dis 90, je reviens au terroir. Dans les années 90, on a l'émergence de nouvelles voix, de nouveaux leaders, et notamment de leaders qui font le choix d'utiliser un langage qui est le langage du pays d'ancrage. Donc des acteurs qui parlent en français, qui parlent en anglais, etc., qui s'expriment et qui développent un autre rapport à l'espace, une autre perception à l'être ici et à l'ancrage ici. C'est-à-dire qu'on avait un fiqh de la préservation de l'identité pour la préparation du retour, et on devient, si vous voulez, on passe ensuite à un rapport au fiqh qui est celui de la réconciliation, un fiqh de l'accommodement raisonnable entre la possibilité d'être ici et la possibilité de maintenir son identité religieuse. Et donc il y a, si vous voulez, un fiqh qui vient déculpabiliser et qui vient s'adapter aux conjonctures que traversent les musulmanes et les musulmans. Et c'est là qu'on va voir notamment une série d'instances et l'émergence de fatwas adaptés à une série de conjonctures. On a des fatwas qui sont relativement connus, on va pas revenir là-dessus. Troisième moment de transition, me semble-t-il, c'est qu'on est passé des imams aux leaders, aux conférenciers charismatiques, etc., à aujourd'hui la question des artistes. L'un n'efface pas l'autre, ils sont tous présents dans le paysage. Mais en quoi les artistes musulmans européens, dans leur rapport au fiqh, ont une spécificité dans le paysage? C'est qu'ils sont également aujourd'hui des leaders religieux, qu'on le veuille ou pas. En ce sens qu'ils incarnent, ils modélisent la capacité d'être en même temps musulman occidental et branché dans l'être ici et dans la vie d'ici-bas, tout en étant quelque part porteurs d'une identité musulmane et fiers de l'être. On a des artistes qui se sont présentés comme étant l'expression même du religieux, d'autres qui ont utilisé des slogans du genre « Barb is beautiful », donc avec une revendication de la pratique là, du normatif et du faire qui est tout à fait intéressant. Et ces artistes-là, en tout cas pour ceux que j'ai pu rencontrer, qui sont plus de 70 avec lesquels j'ai pu faire des entretiens directs et plus de 250 que j'ai pu suivre durant ma recherche, tous ont connaissance d'une charge, je dirais, relativement forte de la musique qui est conditionnée par le fiqh. Et donc, il plane, si vous voulez, dans la perception de l'expression et de la créativité, un fiqh de Damoclès, si vous voulez, une sorte de sursis, de couloir un peu flou, où règne un rapport binaire au normatif. On oscille toujours entre le halal et le haram. Et donc là, la condition des carrières et des productions est fortement paramétrée par rapport à ça. Et ça nous donne une typologie, des attitudes très très différentes. Vous avez des artistes qui sont complètement en pas de côté par rapport à ceci et qui ignorent totalement la dimension normative. Et donc ils vont vers l'option que certains ont même dit clairement de la schizophrénie. Et il dit, quand moi je suis à la mosquée, je suis musulman, quand je suis sur scène, je suis un artiste. Et donc il y a une nette séparation des magistères qui se fait pour pouvoir permettre l'expression. La deuxième des tendances qui existent, c'est effectivement des artistes qui tentent, si vous voulez, une réconciliation, une intersection. Il te dit, bon, ben, je suis artiste, mais en même temps, j'essaye de me limiter, ou en tout cas, je ne me projette pas pour une carrière à durée indéterminée, etc. Donc, on sent qu'il y a un malaise, parce que la plupart aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une génération où il y a une omniprésence du fiqh, mais il y a une vraie ignorance du fiqh. Donc, ils ne connaissent pas leur rapport au normatif. Lorsque vous creusez, que vous leur demandez, ils disent « je ne sais pas exactement, mais comme on dirait, il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais qu'il y a un hadith, qu'il y a ceci, qu'il y a tel shir, qu'il y a voilà, shir YouTube, etc., qui dit des choses. » Donc, fondamentalement, ils planent une atmosphère, un univers de l'interdit ou du supposé interdit et qui interfère dans les trajectoires et dans les carrières. Et puis, vous avez une troisième tendance qui est celle, je dirais, d'une expression artistique sculptée par le normatif. Et donc, c'est notamment, à l'instar de la pop louange chrétienne, tout le chant qui a été développé par le nashid. Le nashid, l'expression du chant islamique contemporain. Et là, on a une espèce de modélisation du parfait musulman. Et on peut citer une série de noms, il y a des grosses boîtes. C'est très lucratif parce que
dans l'urgence du moment, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans européens se sont rendus compte que le tout interdit ne marchait pas. Et que notamment, il y avait la posture de la schizophrénie, mais aussi du risque de fracture. Et donc, fondamentalement, il fallait développer la notion de ce qui a été appelé l'alternative, le badil, la notion de l'alternative culturelle, l'alternative artistique. Et là où il y a eu, de la part des leaders religieux, la promotion de certains artistes qui vont ramener les ouailles à la mosquée, qui vont ramener les jeunes à la prière, qui vont faire la promotion d'une manière d'être décomplexée à la foi et à la religiosité. Et ça, c'est, je dirais, un champ qui a été mis fortement en avant dans le paysage et, comme je l'ai dit, qui est lucratif. Et donc, aujourd'hui, on a cette espèce d'expression artistique dans le paysage qui reflète en même temps une culture d'être au fiqh, mais aussi un marché fiqhique. Autrement dit, on a affaire à une production, à une saturation de produits halal, et donc à une offre dans le paysage européen qui répond à ce couloir du normatif. Et qui répond à la tendance de la consommation d'islam à partir du normatif religieux. Et donc, on passe ici, me semble-t-il, à un élément de transition tout à fait intéressant, c'est que l'être musulman est conditionné, non pas par l'agir musulman, dans le champ de la créativité notamment, mais par l'avoir, par le champ de la consommation. Autrement dit, l'être musulman passe par la consommation du halal islamique. Et ça, c'est un phénomène qui doit fortement nous interroger. Il me reste deux minutes. Et donc, on a, pour aller vers les éléments de conclusion, on a une atmosphère qui est, si vous voulez, orthopraxique, même dans le rapport à l'art. Et la vraie question, c'est de voir est-ce que aujourd'hui la production que nous avons de la part d'artistes musulmans européens est une esthétique hésitante. Est-ce que toute la production est une production qui est presque aboutie ou non complètement réalisée, je dirais. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas spontanée. Et la condition de la créativité, c'est qu'il y ait une spontanéité. C'est qu'il y ait une explosion de l'intérieur vers l'extérieur. Un épanouissement de soi. Or, à partir du moment où il y a le balisage du normatif qui est omniprésent dans l'inconscient collectif, ça conditionne et ça enraie la spontanéité, et donc ça crée, si vous voulez, une esthétique qui est ritualisée. C'est-à-dire qu'on intègre même l'expression artistique dans le champ du rituel en tant que tel. Dis-moi, est-ce que je peux faire ceci? Et donc on a une esthétique conditionnée par du texte et par le rapport au Coran et par le rapport à la tradition prophétique. Alors pour ne pas déborder, je dirais que aujourd'hui la vraie réflexion, me semble-t-il, dans le rapport au fiqh, peu importe la définition qu'on va en donner, ce serait au-delà même du renouveau ou de la réflexion critique ou d'un réaménagement, ce serait, me semble-t-il, une réforme fondamentale sur la question non pas du rapport au fiqh, mais du rapport au religieux en tant que tel. Et donc de sortir justement de ce rapport à une islamité borgne et d'aller vers, je pense, un rapport au religieux qui serait axé sur 3 éléments fondamentaux, 3 marqueurs importants. Le premier est celui des principes ouverts sur une universalité. Le deuxième, c'est sur une attitude de l'être conditionnée, me semble-t-il, par une dimension spirituelle de miséricorde. Et la troisième, sur la question de l'agir, et qui serait portée par l'utilité, et notamment qui se traduit par une créativité forte. Et je vous remercie.